Donc, je vais avoir comme invité tout à l'heure aux alentours de 23h un homme, un sportif, un athlète de haut niveau. Il s'appelle c'est un yogi, c'est pour ça que je dis un athlète de haut niveau qui possède son corps à la perfection. Yogi Koudou, dont vous devez sûrement vous rappeler dans les années 78-80. C'est un noir, 1m85, 80 kg, qui se pliait et qui rentrait dans une boîte en plexiglas de 50 cm de haut sur 40. Non, je m'en rappelle pas, mais c'est énorme, ça paraît impressionnant. Et 6 heures, il a réussi à rester 6 heures dans cette boîte. Ah ouais. Extraordinaire, boîte hermétique, sans prise d'air, rien. C'est-à-dire que la respiration, il fallait la faire tomber au maximum. Bon, étonnant. Bon, alors là, moi, je n'y comprends plus rien, donc c'est plus vraiment du sport, mon cher Louis. Mais enfin bon, ça va au-delà. En tout cas, ça va au-delà. Donc des performances incroyables et puis des phénomènes. On se pose tous beaucoup de questions sur ces phénomènes paranormaux. Eh bien, on va voir quelques réponses. Donc entre les truqueurs et les réels phénomènes paranormaux. Donc il y a une vraie différence. Et Louis est là pour nous en parler avec les aventuriers de l'étrange. Bonne soirée à tous. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedì, les aventuriers de l'étrange. Che Massarini, soutiene Regina Force. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, je reçois un magicien, un prestidigitateur qui s'est penché sur les phénomènes paranormaux, avec une large ouverture d'esprit, mais aussi avec un esprit affûté, à la recherche de la moindre faille ou escroquerie, bref, avec un esprit sain. Et ce magicien s'appelle Ranky. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir pour la deuxième fois dans les aventuriers de l'étrange, sur Sud Radio. Moi aussi, je suis ravi de participer à votre émission. Alors, nous allons nous promener dans les pages de votre livre qui est paru aux éditions Trajectoire, qui s'intitule « Le paranormal de mes yeux vus ». Voilà, le titre veut tout dire et j'ai décidé, pour découvrir votre parcours, de recevoir également à vos côtés des personnes qui vous ont croisé dans ce périple. Nous aurons ainsi le plaisir de croiser le Yogi Koudou dont j'ai parlé à l'instant, que vous avez croisé lors de multiples reprises, lors de nombreux spectacles. Un personnage extraordinaire, Ranky. Tout à fait extraordinaire. Nous recevrons également un collègue à vous, un ami, un autre prestidigitateur, Claude Géraldi, que vous connaissez depuis longtemps également. Et tout à fait extraordinaire aussi. C'est un très grand mentaliste. Ouais. Certainement un des plus grands mentalistes, j'allais dire français, mais on pourrait même dire européen. Bon. Et d'ailleurs, nous en parlerons lorsqu'il sera à nos côtés d'ici une demi-heure, d'une série de conférences que vous allez proposer. Conférences, spectacles, vous allez aborder ce sujet notamment avec lui. Vous serez tous les deux sur scène. Et d'ailleurs, si ceux et celles qui nous écoutent ont envie d'avoir une conférence qui est en même temps un spectacle avec des personnages exceptionnels, eh bien écoutez, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Nous transmettrons directement vos coordonnées à ces personnes-là pour vous faire venir dans notre Grand Sud. Vous savez, vous qui nous écoutez, vous pouvez réagir dans cette émission. Le SMS est à votre disposition. À partir de demain, le standard sera également à votre disposition. Mais ce soir, c'est SMS. Vous tapez sur votre portable le mot Sud, vous laissez un espace, vous envoyez votre question, votre réaction au 71 200 et je me ferai un plaisir d'être le porte-voix de vos questions ou de vos réactions à nos invités. Ranky, nous commençons avec vous. Vous allez rester avec nous pendant ces 2 heures, mais vous allez être seul avec nous pendant cette première demi-heure parce que j'aimerais revenir un petit peu sur vos débuts, même repartir jusqu'à votre enfance, puisque vous êtes tombé amoureux de la magie grâce à un spectacle que vous avez vu lorsque vous étiez tout petit. Vous aviez quel âge? Oh, j'avais tout petit, non, mais j'avais 13, 14 ans. Oui, d'accord.
Tout petit, évidemment, est un mot fort. Je suis d'accord avec vous. C'est un peu fort, oui. Bon. Et ça a déclenché comme ça en vous tout de suite cette envie de prendre ce chemin? Oui, mais vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui, assistant au spectacle d'un illusionniste, veulent faire exactement la même chose. Bien sûr. Et puis, c'est surtout pour découvrir les trucs, pour les connaître. Et bien moi, c'était pas tout à fait ma démarche. C'était surtout pour pouvoir mystifier les spectateurs comme l'avait fait le magicien que je venais de voir. C'est ça qui m'intéressait. Ouais. Je voulais, moi aussi, mystifier les gens. Alors, il faut bien comprendre qu'un spectacle de magie, comme vous venez de le dire, c'est la volonté et le plaisir qu'a un professionnel, un artiste, un prestidigitateur comme vous, à mystifier les gens. Et d'un autre sens, d'ailleurs, vous l'expliquez clairement dans votre livre, le public est là pour prendre du plaisir à être mystifié tout en le sachant, évidemment. Voilà, bien sûr, c'est une entente tacite entre l'illusionniste et le spectateur. Le spectateur est content d'être berné, et puis nous, on est content de le berner. Voilà, c'est une entente tacite. Oui, mais là, tout est clair, je veux dire, dès le départ. Voilà, nous sommes des menteurs et nous le disons d'emblée, nous disons voilà, mesdames et messieurs, je vais avoir le plaisir d'effectuer devant vous quelques tours de magie. Je suis un menteur, je vais essayer de vous tromper, mais c'est pour votre plaisir. Voilà, tout est truqué, vous allez voir, on va s'amuser tous ensemble. Exactement. Voilà le but. Mais là où votre personnalité devient franchement intéressante, c'est que vous vous êtes aperçu que vous avez vous-même quelques talents qui ne relèvent pas de la prestidigitation. Bah oui, c'est vrai. Moi, je pensais que ça faisait partie inhérente de ma vie. Ouais. Parce que lorsque j'étais petit et que je m'amusais à faire des tours de magie comme ça, d'ailleurs mon père était musicien et jouait dans les bals musettes, vous savez, il avait une casquette, un bout de mégot et un accordéon. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs. Il m'avait dit, bah écoute, viens, je tapais sur la batterie et puis de temps en temps on s'arrêtait et puis je faisais un petit tour de magie et puis bon, ça m'amusait beaucoup. Mais à la maison, quand je rentrais à la maison, ma maman, elle avait un jeu de cartes, de tarot, et il y avait énormément de voisins et de voisines qui venaient. Maintenant, je sais ces gens-là venaient la consulter, si vous voulez, Ouais. mais elle faisait ça gentiment, elle n'était pas professionnelle, elle s'amusait à faire les cartes. Et je m'apercevais que ce qu'elle disait intéressait énormément ces gens-là, parce qu'elle disait des vérités. Et je m'apercevais en même temps que moi-même, j'étais capable de dire des vérités, et même sans les cartes. C'était très curieux. D'un côté, je faisais de la magie, je savais que c'était complètement truqué, que c'était pour s'amuser. Et d'un autre côté, j'arrivais à lire sur la tête des gens s'ils étaient méchants, gentils, s'ils allaient nous voler, s'ils allaient nous mentir, C'était très curieux. Je savais même s'ils allaient tomber malades, s'ils l'étaient malades. Oui. Et je savais même, vers 14 ans, je savais d'avance quand les gens allaient mourir. Ça me faisait très peur. Oui, ça je comprends, oui. Vous pouvez nous citer un ou deux exemples de moments où vous avez senti ce genre de perception? Ah oui, mais bon, c'est-à-dire que je me refusais. Ça s'est produit tout au long de mon existence, mais tout au long de mon existence. Et ensuite, même à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, bon, je suis encore un peu plus âgé que ça maintenant. Je suis né le 24 décembre, c'est peut-être un signe, ça aussi, je ne sais pas. Je suis né le 24 décembre 1938, vous voyez, pour rien vous cacher. Et donc, même maintenant, j'ai toujours ce genre de voyance, de prémonition, ça m'arrive sans arrêt. Ouais. Et là, dans mon bouquin, d'ailleurs, je cite des choses comme ça qui font peur. Puisque, par exemple, vous étiez, je crois, dans une des situations que vous citez, en train d'arroser vos plantes. Ah oui, effectivement, oui, je me souvenais plus, vous me rappelez ça, je l'ai écrit dans mon bouquin, oui. J'ai vu un monsieur qui s'amenait, j'étais en train d'arroser mon jardin, j'ai un petit jardin sur la rue, et puis il y avait deux messieurs qui s'approchaient,
Ça s'est produit à plusieurs reprises. Ouais. Et j'ai vu un monsieur qui passait devant moi et qui semblait marcher à 30 ou 40 centimètres au-dessus du sol. C'était quand même bizarre. Je me suis dit, j'ai pas pris de cachet, je ne suis pas sous médicaments. Que se passe-t-il? Mon jet d'eau a dévié, je l'ai arrosé plus ou moins dans la figure. Il n'a pas bougé, pas du tout. Il n'a pas bronché, il est passé devant moi, imperturbable, et il s'est éloigné, et il était toujours à 30 ou 40 centimètres au-dessus du sol. J'ai eu l'impression subite que ce monsieur n'était plus sur Terre, qu'il était déjà dans l'au-delà, qu'il était mort, qu'il était décédé. Et le lendemain matin, nous avons appris qu'il s'agissait d'ailleurs d'un médecin, un médecin de la ville où j'habite, le docteur Brochard, car ce que je vous raconte, c'est la pure vérité. Le docteur Brochard était un médecin très connu de Bonneuil-sur-Marne où j'habite, et le lendemain matin, le docteur Brochard, tout le monde a appris son décès par crise cardiaque. Ouais. C'est très curieux, ça me fait un petit peu peur. Et c'est sans arrêt, j'ai toujours connu ce genre de phénomène. Mais ça doit être particulièrement difficile à vivre, ça, ce genre de perception. Oui, c'est très très difficile, c'est stressant, surtout que ça me tombe dessus au moment où je ne m'y attends le moins. Bien sûr. Et je m'y attends pas du tout, d'ailleurs. J'ai jamais cherché à le provoquer, j'ai toujours cherché au contraire à éviter ce genre de choses. Je suis un optimiste, j'aime bien rire, je suis un grand blagueur, j'aime bien la vie, quoi, tout simplement. Tout simplement. Ouais. Et ça, ce genre de choses. Bon, je ne côtoie pas la mort comme ça tout le temps. J'ai d'autres voyances qui sont amusantes. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà, ça c'est vraiment. Mais enfin, ça m'arrive souvent. Il me suffit de regarder une photo pour savoir si une personne est décédée ou si elle est vivante. Ouais. Et ça, c'est absolument incompréhensible. Oui. Et ça, vous le ressentez vraiment. C'est viscéral. Voilà. C'est viscéral. Il n'y a aucune réflexion, il n'y a aucune logique là-dedans. C'est comme ça. Ouais. Et alors, pour comprendre, pour continuer sur ce phénomène de voyance, parce que vous aviez envie de comprendre comment fonctionne ce phénomène de voyance, bien sûr, et de comprendre un petit peu ce milieu, vous avez décidé de monter un cabinet de voyance afin d'expérimenter, sans demander d'argent d'ailleurs. Oui, mais alors ça date de la période où j'avais décidé, en tant qu'illusionniste, de monter un comité d'expertise des phénomènes paranormaux, qui concernerait aussi bien la psychokinèse maintenant, la voyance, la psychométrie, enfin tout ce qu'on veut. Et à l'époque, j'avais une copine, j'habitais dans le Faubourg Saint-Denis, j'avais une copine qui s'était fait arnaquer, c'est le mot, par un groupe de voyants. Il y avait une magnétiseuse là-dedans, il y avait un gourou, il y avait... ils s'étaient tous groupés. Ouais, des gens sans scrupules, vraiment. Ah oui, complètement. Il l'avait arnaqué. Il lui avait volé tout son argent. Elle ne pouvait plus payer son loyer, rien du tout. Elle était dans un état désespéré. Elle avait des enfants en bas âge. Elle ne pouvait même plus les nourrir. Il y avait les huissiers à sa porte. Et je m'étais dit, c'est pas possible, une chose pareille. Et je savais, à côté, qu'il existait des voyants... honnête, je le savais. D'ailleurs, moi, ce qui m'arrivait, je savais bien que c'était quelque chose de réel. Et donc, je me disais, il peut exister des voyants ayant pignon sur rue et qui sont honnêtes. Mais là, cette copine était tombée sur un groupe d'arnaqueurs et je m'étais dit, il faut absolument que je mette les pieds là-dedans pour voir ce qui se passe. Et effectivement, je m'étais mis en tête d'ouvrir un cabinet pour voir exactement jusqu'où on pouvait aller là-dedans. Ouais. Vous restez avec nous, Ranky, une première pause, et ensuite vous allez nous raconter les voyances que vous avez réalisées dans le cadre donc de ce cabinet. Je rappelle toujours sans demander d'argent, puisque vous vouliez vous comprendre un peu comment est-ce que ça fonctionnait. Un petit peu mieux ma démarche. Avec pas mal de succès, là je parle en voyance pure, directe. Oui, tout à fait. Et pas mal de succès également dans un autre type de voyance plus psychologique, et vous nous ferez découvrir ce que vous avez vous-même découvert. Ranky, à tout de suite. Sud Radio.
Les aventuriers de l'étrange. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio ce soir avec un magicien, un prestidigitateur, Ranky, qui a écrit ce livre aux éditions Trajectoire, Le paranormal de mes yeux vus. Il a arpenté le monde du paranormal avec son regard aguerri de professionnel. Vous savez que si vous voulez nous envoyer une réaction, poser une question à Ranky ou aux invités qui vont venir nous rejoindre dans le cours de cette émission, vous pouvez nous envoyer un SMS, le mot Sud, tapez sur votre portable, un espace, votre réaction, votre question, et vous envoyez le tout au 71 200. Ranky, revenons à ce cabinet de voyance que vous avez monté pour essayer de vous plonger, de vous immerger dans ce domaine que vous ne connaissiez pas, puisque vous êtes prestidigitateur d'un côté, et que de l'autre côté, vous avez également ces phénomènes de voyance qui vous tombent dessus sans que vous ne demandiez rien à personne. Alors, comment ça s'est passé au départ pour monter ce cabinet? Donc au départ, si vous voulez, au départ, il s'agissait bien de démasquer plutôt les truands, puisque je vous ai parlé tout à l'heure d'une copine que j'avais, et je voulais savoir exactement quels étaient les procédés qu'employaient tous ces voyous, de la voyance. Et donc, c'est pour ça que j'avais ouvert un cabinet. Et donc, j'avais ouvert ce cabinet tout chez moi, dans mon logement personnel. Et donc, c'était un cabinet expérimental et non pas un cabinet... le but n'était pas de gagner de l'argent avec ça. Oui, oui. Alors, vous avez passé une petite annonce. J'ai passé une petite annonce, une annonce tout à fait banale, comme on peut en voir toujours maintenant. Je ne sais plus ce que ça raconte. Amour, argent, vous avez un problème, appelez-moi, réponse gratuite au téléphone. Donc voilà, c'est tout. Alors, j'ai été pris à mon propre piège parce que ce fut un véritable raz-de-marée. Oui. Je ne m'attendais pas à une telle demande. Oui. Et alors, vous avez réussi, comment dirais-je, au téléphone, à avoir une acuité auditive au téléphone, qui fait que, au son de la voix, vous étiez capable d'avoir déjà une certaine, un contour de la personne. Oui, oui. Non seulement j'ai été pris au... Et le prénom. Oui, oui, bien sûr. On a tous, vous savez, on a tous un espèce de petit agenda dans son cerveau. Tous, tout le monde. On a une dizaine de voix, 7-8 voix que l'on connaît. Ouais. Lorsque la personne vous appelle, tiens, salut Jean-Pierre, Nathalie, on reconnaît les gens. Mais j'étais arrivé au bout de très peu de temps, hein, disons 1 mois ou 2, à avoir un agenda dans mon cerveau, mais de 200, 300 personnes. Ouais. C'était quelque chose d'extraordinaire. Vous aviez une banque de données vocales qui vous permettait à chaque fois de cadrer la personne que vous aviez au bout du fil. À chaque fois. Je reconnaissais la personne et ensuite, je ne sais pas ce qui s'est produit, je n'avais même plus besoin de reconnaître une personne. Dès que l'on m'appelait, simple par téléphone, je savais si la personne était menteuse, si elle souffrait de tel mal et à quel endroit même. C'était devenu infernal. Mais alors là, vous l'expliquez comment ça, ce type de... Est-ce que c'est de la voyance pure ou est-ce que c'est de la psychologie très fine ou tout un tas de bribes que votre inconscient emmagasiné, analysé, à votre insu donc? Moi, je serais tenté de dire que j'ai une vie tout à fait ordinaire. J'ai été élevé par des parents très simples. Je crois... si je voulais trouver une espèce d'explication, je dirais que je suis comme une batterie d'automobile, un accumulateur. J'emmagasine, même maintenant, hein, quotidiennement, des messages, inconsciemment. Hein. Oui. Je suis un accumulateur. Oui. J'emmagasine continuellement des choses et je les redistribue spontanément à un moment précis. Je sais pas, je suis né avec une foule de connaissances. Je vous répète, certainement hérité de mes parents, c'est dissimulé dans l'inconscient, c'est toujours prêt à sortir de moi. Ouais. J'ai conservé comme des instincts qui sont primaires,
dont la naissance nous dote tous de ces choses-là. Je ne sais pas bien expliquer ça. Ouais. Alors, moi, je ne veux pas m'éloigner de la vie, de la vie profonde. Je cherche à utiliser les capacités de générosité. J'écoute mon prochain. Je vis dans l'émotion. Voilà, c'est ça. Hein. Oui, oui. Vous savez, la société maintenant, elle matérialise trop les choses. Tout le monde est robotisé, etc. Moi, j'essaye de me rapprocher. La société coupe l'homme de la nature. Et, bon, je crois que je suis près de la vie. C'est une explication un peu bébête. Non, c'est pas bête du tout. Ah bon. Au contraire. Voilà. Je me désolidarise de la société que l'on veut nous donner. Oui. Alors, donnez-nous un exemple, parce que ça, je veux absolument que vous nous le racontiez, de voyance. Alors là, en revanche, la personne est venue vous voir, une jeune femme, et vous lui avez dit, elle s'est assise et vous lui avez tout déballé. Sans que même qu'elle ouvre la bouche. Oui, mais ça arrivait souvent, je vois pas de quoi vous Alors, cette histoire d'immeuble, par exemple. Elle voulait acheter, vous l'avez dit, vous allez acheter un immeuble. Ah, il s'agit de cette petite jeune femme antillaise, exact, nommée Rosette. Exact. Là, vous me prenez un petit peu au dépourvu, mais je me rappelle très bien ça. Alors là, il y a de quoi devenir fou. Ce qui m'est arrivé, là, c'est quand même absolument extraordinaire. C'est une petite jeune femme qui s'est présentée un jour. J'avais fait une demande dans un hôpital. J'étais rentré dans cet hôpital, j'avais été voir le chef de service, qui était le professeur Huguenard, à l'hôpital Henri Mondor, et je voulais travailler avec lui au niveau de l'astrologie, etc., savoir si c'était réel que les gens, par exemple, du signe, de tel ou tel signe, avaient des maladies de reins plus fréquentes. Bon, ce monsieur a bien voulu m'aider, etc., et cette demoiselle Rosette était une infirmière. Ça l'avait intéressée. Elle était venue me voir. Elle s'était donc assise devant moi. Elle n'avait pas prononcé un seul mot. Et je lui ai effectivement déballé tout ce qui allait lui arriver. Et notamment qu'elle allait acheter un immeuble. Elle qui n'avait pas un sou. Et qu'il y avait des problèmes financiers à cause d'un pavillon qu'elle avait acheté. Elle avait acheté un pavillon, elle avait d'énormes problèmes. Elle avait acheté une voiture, un 4x4, c'était au-dessus de ses forces. Et elle me dit, mais c'est impossible. Quel bien immobilier, je peux déjà pas faire face à ce que j'ai, c'est inimaginable. Vous me racontez des bêtises. Alors je lui dis, écoutez, vous allez vous taire, on va continuer l'expérimentation. Et puis vous me direz après. Mais elle me dit, mais qu'est-ce que je vais faire de cet immeuble? Alors moi je lui dis carrément, vous allez monter un cabinet d'infirmière. Voilà. C'est pas possible. J'ai dit, si, vous allez rencontrer une collègue, vous allez monter ce cabinet ensemble, ensuite vous ne vous entendrez pas, votre collègue va s'en aller. Alors elle me dit, mais c'est impossible, de toute façon pas là où j'habite, c'est impossible. Elle habitait Vigneux à l'époque. Je lui dis, non, c'est pas à Vigneux, mais c'est à Montgeron. Bah, je sais pas pourquoi je lui ai raconté ça. Rue des Chalands. En plus. Oui, ou quelque chose comme ça. Alors, et puis, quelques jours passent, et puis elle me téléphone, elle me dit, écoutez, monsieur Ranqui, vous savez que je me suis baladé, et j'ai trouvé un immeuble, et effectivement, on me propose, j'ai rencontré une personne qui me propose de s'associer avec moi pour acheter un immeuble, et c'est rue de Chalandré, c'était pas rue des Chalands, c'est rue de Chalandré. C'était pas loin, quand même. Oui. Mais elle me dit, j'ai toujours pas d'argent. Alors je lui dis, écoutez, vous êtes à quelle banque? Elle me dit, j'ai telle banque. Je lui dis, allez, demandez un rendez-vous, allez-y, demandez de l'argent. Elle y va, elle demande de l'argent. On lui dit, oui, c'est bon. Il n'y a pas de souci, ok. C'est ok. Eh bien, vous me croirez ou vous ne me croirez pas. Cette personne existe toujours. Elle est toujours là dans cet immeuble. Donc, elle s'est fâchée ensuite avec la personne. Elle est toujours dans l'immeuble. Et ça marche. C'est extraordinaire, quand même. Oui.
Alors, juste... Elle s'appelle Rosette. Si quelqu'un veut se faire soigner, on peut y aller. Hein. Je donne l'adresse. Et c'est parfaitement authentique. Oui. Alors, à titre personnel, Ranky, est-ce que vous avez vécu un phénomène paranormal lors d'un de vos spectacles? Oui, ça m'est arrivé. Ah oui? Oui, bien sûr. C'est aléatoire. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Vous me dites un phénomène. Non, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais. On avait un petit numéro avec mon épouse Blondine. On finissait toujours notre petit numéro de télépathie. Ouais. On terminait ça gentiment en riant sur un clin d'œil. Mhm. Et très souvent, après ce clin d'œil, eh bien, c'est surtout à mon épouse que ça arrivait en plus. D'accord. Elle arrivait à faire, elle aussi, une espèce de voyance. Et tout le monde venait un petit peu la consulter. Ce qui est extraordinaire avec mon épouse, c'est que le matin, quand elle se réveille, elle me dit « Oh, tu sais pas à quoi j'ai rêvé ?» Je lui dis « Non. » Alors elle commence à me raconter son rêve. Je lui dis « Tais-toi. » Et je continue de lui raconter le rêve qu'elle commençait à me raconter. D'accord. On a fait le même rêve. On fait le même rêve. Ça arrive à longueur d'année. C'est extraordinaire, c'est paranormal cette affaire-là. C'est surtout très poétique. C'est poétique, mais c'est paranormal un petit peu. Ou alors c'est parce qu'on s'aime beaucoup, et Ouais. ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ouais. Mais donc les phénomènes télépathiques, je vous confirme que ça se produisait assez rarement, mais quand même, Mais quand même, ça vous est arrivé lors de spectacles. lors de spectacles, oui. Ouais. On emploie des codes, évidemment. On a des, Vous avez des trucs, oui. Mais indépendamment des codes, eh bien, il arrivait qu'on pratiquait, il arrivait qu'on ait un véritable phénomène. Oui, vraiment de la... Se produise. Oui. Ça arrive à d'autres personnes. On a des collègues, même Mireille Miroska, avec qui nous avons travaillé, et qui étaient des grands truqueurs, qui avaient un code absolument fantastique. M'ont avoué un jour, nous travaillions en Suisse, il m'a dit c'est extraordinaire parce que j'ose même pas le dire, mais avec mon épouse, il nous arrive sans arrêt comme ça des phénomènes télépathiques réels. Oui. Ça arrive aussi à Oshan et Naga, qui sont des grands télépathes de spectacle. Oui. Mais Ouais. Et des fois, ça s'enclenche comme ça sans utiliser les codes. Tout à fait. Ouais. Ranky, vous avez décidé de créer, il y a plusieurs années de ça évidemment, un comité de prestidigitateurs, c'est la base de votre livre, pour faire la part de l'escroquerie du vrai phénomène paranormal. C'est votre ambivalence comme ça, c'est ces deux phases de vous-même en une qui vous ont emmené à créer ça? Mais oui, absolument. Je sais pas, l'un n'exclut pas l'autre. Oui, bien sûr. Hein? Donc, et puis, vous savez, il y a beaucoup d'escroqueries. Après tout, nous sommes quand même les mieux placés. Vous savez, on voit souvent à la télévision des expériences, par exemple, on voit une voyante qui va faire de la psychométrie, c'est-à-dire essayer de deviner ce qui se trouve à l'intérieur d'une enveloppe scellée. Oui. Moi, j'ai vu quelquefois des voyantes qui s'étaient complètement bidonnées parce que il y avait un trucage et l'animateur s'était fait arnaquer, il n'avait pas vu. Il existe 10-15 procédés pour lire dans des enveloppes scellées. On peut deviner ce qu'il y a dans les enveloppes scellées. D'autre part, la véritable psychométrie existe. Oui. Alors, donc, nous, magiciens, qui connaissons bien les trucs, eh bien, c'est un devoir d'éclairer le public. Quand on voit une arnaque, eh bien, il faut la dénoncer, cette arnaque. Et quand on voit un phénomène authentique, on doit le dire aussi. Et c'est pour ça, quand on m'a invité plusieurs fois dans les télévisions, et j'aime bien venir quand on peut s'exprimer, quand on tombe pas sur des voyous, parce que j'ai fait des télévisions où j'étais... On en parlera, oui, effectivement. Si vous voulez, oui. Ouais, oui, je veux, oui, on en parlera. Si vous voulez. Parce qu'il y a quelques voyous que vous avez rencontrés, quand même. Oui. Ouais.
Oui, tout à fait. Ranky, une seconde pause et un premier invité va venir nous rejoindre dans quelques minutes. Oui. Un ami, un collègue à vous, Claude Géraldi. Oui. Et ensemble, vous allez nous parler de ce comité, des affaires sur lesquelles vous avez travaillé, notamment cette affaire du motard masqué que vous avez débusqué, démystifié de haute main, parce que ça vous a énervé de voir tout le tapage qu'il y avait autour de quelqu'un qui truquait, quoi, tout simplement. Tout simplement. Vous restez avec nous, Ranky, à tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. À Arena sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Ce soir, un prestidigitateur, un vrai magicien est mon invité, Ranky, à l'occasion de la publication de son livre aux éditions Trajectoire. Ce livre s'intitule Le paranormal de mes yeux vus. Il a créé un comité d'experts, comme lui, tous prestidigitateurs, chacun spécialisé dans son domaine, et ils se sont penchés sur bien tous ces phénomènes paranormaux et sur ceux qui prétendaient les produire. Et comme Ranky l'a dit tout à l'heure, avant que nous fassions cette pause, il y a des phénomènes qui existent, et là on a dit là il n'y a pas de trucage. En revanche, il y a des endroits où on a dit attention, là les gars, là il y a escroc grave, quoi. Ranky, ça vous énerve toujours autant de voir des gens comme ça qui exploitent vos trucs de magicien? Ça énerve, oui, bien sûr. Par exemple, l'histoire du motard masqué, ça nous a énervé parce que c'était devenu national. Il y a longtemps qu'on avait essayé de nous copier l'histoire de piloter une voiture ou une moto. Ça existe depuis des décennies. Ouais. Mais ce qui nous a surtout énervé, c'est que là, la télévision, notamment c'était TF1, avait monté cette affaire-là vraiment en épingle, et surtout ce qui était extrêmement grave, c'est que l'individu Jean-Marie Laforgue, voulait monter tout simplement un cabinet médical de façon parce qu'il disait se décorporer. Ouais. Voilà, je me décorpore et ça me permet de piloter ma moto. Alors, je vais me décorporer et je vais pouvoir soigner votre cancer. Oui, là il y a danger. Ça ne marche plus. Ouais, là, on ne peut pas accepter ça. Ouais. Alors c'est plus que nous énerver, ça devient un danger public. Et là, on ne peut pas. Là, on rigole plus. Non, on ne rit plus. Là, on ne rit plus. Alors, Ranky, attention, exercice extrêmement difficile. Yes. C'est toujours compliqué. On a un de vos amis avec nous au téléphone, que vous connaissez bien, Claude Géraldi. Bonsoir. Très bien. Bonsoir, Claude Géraldi. Oui, bonsoir. Alors, Ranky va se livrer devant vous sans filet à un exercice périlleux. Ranky, vous allez devoir nous présenter Claude Géraldi. Ah oui, c'est périlleux. Ah oui, ça, c'est toujours embêtant. Oui, c'est toujours embêtant, mais avec Claude Géraldi, c'est quand même très facile à faire. Vous savez, Claude Géraldi a été est membre de notre comité depuis, ça fait bien une vingtaine d'années. Ah oui, facile. Oui. Et alors, présentez-le nous en tant qu'homme et en tant que prestidigitateur. Alors, homme, c'est un homme charmant, déjà. Ouais. Mais il est à l'écoute? Oui, il vous entend. Oui, mais alors là, ça va pas aller. C'est un excellent magicien, c'est un excellent manipulateur. Il fait du close-up aussi, il fait de la scène. Il est très bon en magie générale. Et puis, il s'est mis à basculer tout doucement vers le mentalisme, vers l'extra-sensoriel, vers une magie de l'esprit. Et ça m'a beaucoup intéressé. C'est un homme extrêmement intéressant et il vous en parlera peut-être beaucoup mieux que moi, mais ça, c'est de son côté extraordinaire. Oui. Voilà. Alors nous l'avons évidemment avec nous, Claude Géraldi. Oui. Expliquez-nous ce qu'est être mentaliste. Alors d'abord, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Alors le mentalisme, c'est comme a dit Ranky, c'est vieux comme le monde, mais c'est surtout la magie sous une forme relativement moderne,
comment pourrait-on dire, je vais vous donner une formule qui va résumer très bien. Oui. Disons qu'un illusionniste cherche à duper l'œil. Le ventriloque cherche à duper l'oreille. Oui. Et bien, le mentalisme, il cherche à duper l'esprit. Voilà déjà une approche de ce qu'est le mentalisme. Alors dans le mot mentalisme, c'est un mot français qui est assez maladroit parce qu'il y a le mot mental, magie mentale. Alors les gens disent c'est une histoire de fou, chose mentale. Les Américains disent des mind readers, c'est-à-dire lire dans l'esprit. Ouais. Donc on va classer dans le mentalisme tous les effets qui relèvent du paranormal, c'est-à-dire toutes les imitations scéniques de télépathie, psychokinèse, c'est-à-dire action de l'esprit sur la matière, comme les lévitations, torsion de cuillère, etc. Ouais. On va classer tous les phénomènes télépathiques, toutes les expériences de spiritisme, tout ce qui est clairvoyance, voyance, clairaudience, bref, tous les effets qui vont permettre de passer pour un sujet psy, PSI, Oui. PSY évidemment. Hein. Donc voilà ce qu'est le mentalisme. Alors Claude Giraldi, j'ai en tête ce numéro, qui moi me laisse toujours baba, c'est-à-dire que le magicien est sur scène et son assistante ou son assistant descend dans la foule, dans la fosse, prend quelqu'un au hasard, prend sa carte d'identité dans son portefeuille et là le magicien se concentre et dit ce qu'il y a sur cette carte d'identité, le numéro, l'adresse, tout ça, évidemment sans aucune erreur. Vous êtes capable de faire ça? Alors je fais beaucoup mieux que ça. Ah bon? Ranky, ça le fait rire. Oui, mais parce que c'est vrai. En plus. Alors écoutez, je vais vous dire une chose. Pourquoi je fais mieux que ça? C'est parce que l'expérience que vous décrivez Oui. est assez ancienne. Il y a des siècles que les numéros de transmission de pensée au music-hall existent. On en retrouve des traces au XVIIIe siècle dans les archives d'histoire de la prestidigitation. Il y a toujours eu des faux médiums, il y a toujours eu des codes, il y a toujours eu des connivences entre partenaires. Oui. Alors pourquoi je dis que je fais mieux? Eh bien tout simplement parce que je n'ai plus besoin de partenaires. Le mentaliste moderne ne travaille plus avec une ou un partenaire. Il fait directement les expériences en direct avec le public. Pas de compère, apparemment pas de truc, tout se fait en direct avec le public. Alors quelques exemples, des personnes dans le public peuvent faire des dessins, le magicien les reproduit sur scène, Non. des objets peuvent être pris par un spectateur non compère, bien entendu. Oui, oui. Je dis non compère, puisque depuis 30 ans que je fais ce métier, je peux au moins dire une chose qui est vraie, c'est qu'il n'y a jamais eu absolument aucun compère dans mes démonstrations. C'est là d'ailleurs tout l'art de l'artiste, parce que prendre un compère c'est facile, il suffit d'être en connivence, et là il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus d'art, il n'y a plus de métier, puisqu'il suffit à ce moment-là, c'est facile, n'importe qui est capable de dire, bon ben voilà, vous allez, dites-moi ce que vous avez dans les poches, dans 10 minutes je vous le redirai, et vous me direz c'est exact, Ouais. c'est pas du music-hall, c'est pas de l'artistique, c'est rien du tout. Le mentalisme se sert de technologies très variées, qui sont souvent basées sur la psychologie, l'observation, mais également des sciences absolument extraordinaires de manipulation mentale. Et là, ce mot est très important parce que c'est vraiment tout un art, le mentalisme. C'est pas seulement de faire des expériences de magie comme ça avec des trucs. Il y a toute une manipulation dans le discours, dans la présentation des expériences, Oui. qui font croire au public des choses que vous ne faites pas, que vous ne dites pas, mais par un langage et des mots appropriés, vous allez vraiment manipuler le public. Alors, on a, Claude Giraldi, on a un SMS qui vient d'arriver. Oui. C'est, comment s'appelle, Jean-Philippe de Mont-de-Marsan qui nous a envoyé ce SMS qui dit, est-ce que vous pouvez nous expliquer un truc? Évidemment, c'est à chaque fois, c'est ce qu'on demande à un prestidigitateur, évidemment. Alors un prestidigitateur,
en fin de compte, il n'a pas besoin d'expliquer de trucs, puisqu'un prestidigitateur ne se sert pas de trucs. Il se sert uniquement de l'habileté manuelle. Presti égale doigt, oui. Donc c'est de la manipulation. Donc un prestidigitateur, lorsqu'il va vous montrer des manipulations de cartes, de boules, de pièces ou de cigarettes, il a travaillé pendant des années avec ses articulations, avec ses passes, avec justement ses routines pour créer l'illusion de l'œil. Eh bien le mentaliste, lui, va travailler d'autres manipulations qui sont celles de l'esprit. Et là, il est très difficile de vous dévoiler le truc, parce que justement, la plupart du temps, il n'y en a pas. C'est-à-dire, le truc, c'est du travail. Voilà, le truc, c'est du travail, mais c'est aussi, le truc, c'est le truc de tous les jours. Ouais. C'est le truc utilisé par les voyants. C'est-à-dire donner des... Il y a effectivement un certain nombre d'outils. On appelle ça aller à la pêche, on peut des informations, oui. L'observation, la manière de présenter les choses. Voilà, le truc, il réside dans la subtilité de la psychologie. Oui, ce que je comprends en tout cas, Claude Géraldy, à travers votre réponse, c'est que vous n'avez pas répondu à ma question ou à celle de question de Jean-Philippe de Mont-de-Marsan. Bravo. Déjà, ça, c'est un bon point. Alors, quand on demande à un magicien, on va dire à ce monsieur, d'une manière très simple, puisqu'il envoie un SMS, est-ce qu'il sait garder un secret? Je suis certain qu'il va pouvoir me répondre oui, je sais garder un secret. Évidemment. Eh bien, le magicien va répondre moi aussi. Bravo, 1-0, rien à dire. Ok, très bien. Ranky, revenons quand même à cette histoire. Vous en avez appris, là. Hein, oh bah, à fond. J'ai bien fait de me lever ce matin. Oui. Ah, il ne reste plus à Jean-Philippe que de s'inscrire dans une école et de travailler. Quand il aura fait une dizaine d'années... On en reparlera. Ok. Ranky, revenons quand même à Jean-Marie Laforgue. Ah oui. Il y a cette histoire de motard masqué. Oui. Ça s'est passé donc sur TF1, à cette époque-là. Et on l'a vu piloter, donc c'est une émission que vous avez vue, Claude Géraldy aussi à la télé. Je me rappelle l'avoir vu également. Donc Claude Géraldy avec des cotons sur les yeux, avec un bandeau, avec une cagoule, etc. Se balader visiblement sans aucune gêne alors qu'il avait les yeux totalement bandés et qu'il était dans l'impossibilité, croyons-nous, de voir. C'est ça, oui. Bien. Alors, vous avez tout de suite senti le coup. Oui, bien sûr, puisque, si vous voulez, il pratiquait exactement de la même façon qu'un illusionniste, mais comme nous sommes des gens honnêtes, on n'allait pas le dénoncer sans preuve, donc nous avons téléphoné à la production pour leur demander de nous recevoir et d'expertiser donc ce monsieur. On ne pouvait pas. C'est pas parce que son numéro ressemblait au nôtre qu'il trichait forcément. D'accord. Nous avons l'honnêteté. Nous avons donc dit à monsieur Plaisance, qui était le producteur, nous avons dit, écoutez, il y a une possibilité que vous soyez arnaqué dans cette affaire-là. Si vous êtes arnaqué, vous allez voir que votre émission risque de en souffrir. Oui. Si vous voulez, nous allons venir. D'ailleurs, Géraldy était présent dans le comité. Il y avait Pierre Edernac aussi, qui est un grand monsieur de l'illusion. Et M. Plaisance ne souhaitait pas nous recevoir. Ils sont partis du principe, avec Alexandre Balou qui était l'animateur, ils sont partis du fait que Jean-Marie Laforgue était un phénomène psy authentique. C'était pas du tout notre avis. On a dit, écoutez, laissez-nous regarder, laissez-nous expertiser ce monsieur. Alors on nous mettait à la porte, on rentrait par la fenêtre, et puis il y a eu ni cesse ni fin de prouver la supercherie. Oui. Claude Géraldy, vous étiez, avec Ranky pour monter cette contre-expérience. Vous avez réussi à convaincre Jean-Marie Laforgue de participer à cette contre-expérience. Ben, écoutez, c'est assez logique dans la mesure où Jean-Marie Laforgue prétend faire quelque chose sans trucage. Nous, on est à la disposition de la personne qui se prétend médium. On n'empêche pas la personne de faire son expérience. C'est déjà la toute
première différence avec d'autres magiciens qui empêchent les médiums d'agir et ensuite disent, voyez, il n'a pas pu le faire, ce qui n'est pas forcément la meilleure démarche, puisque le médium peut toujours répondre à ce moment-là, eh bien, ce n'est pas parce que je n'ai pas pu le faire que je ne suis pas capable de le faire. Et là, on tourne en rond. Ouais. Donc, en fin de compte, la clé, c'est de laisser faire dans les conditions que souhaite faire le médium sa démonstration, de ne pas l'empêcher, mais par contre, de vérifier qu'il ne peut pas y avoir l'ombre d'un trucage. Alors, évidemment, on était un petit peu aidé quand même, dans la mesure où cette expérience qui s'appelle l'homme radar est assez connue des magiciens. Moi-même, j'ai dû le faire au moins une 50aine de fois en plusieurs années. Ouais. C'était de bonne guerre dans des quinzaines commerciales de conduire une voiture avec un bandeau plus une cagoule, examinée bien entendu, avec un huissier parce qu'il faut mettre les formes, avec souvent des journalistes parce que ça en rend officiel les choses. Et justement, ensuite, après, on peut faire la publicité, la voiture X qui se conduit les yeux bandés, vous voyez. Donc on peut, enfin bref, l'homme radar a toujours existé, qu'on conduise une voiture, qu'on conduise une moto, qu'on fasse du deltaplane ou qu'on le fasse en vélo sur un parking d'hypermarché, la formule de l'homme radar ou la conduite d'un véhicule les yeux bandés ou tout simplement marcher sans un véhicule avec un bandeau sur les yeux, eh bien c'est une expérience que beaucoup de mentalistes pratiquent. Je dis bien mentalistes, qu'il faut encore bien dire à nos auditeurs que les magiciens experts du paranormal ne sont pas n'importe quel magicien. Ça, c'est important. Parce qu'un magicien qui fait des colombes, des foulards, etc., c'est peut-être un bon magicien, mais il n'est pas spécialiste des effets paranormaux. Oui, oui. Donc, il faut vraiment trouver des personnes dont le métier est de reproduire des effets paranormaux sur scène pour justement authentifier les médiums, les sujets qui prétendent avoir les pouvoirs de le faire. Ouais. Alors, racontez-nous cette contre-expertise que finalement Jean-Marie Laforgue a acceptée et toute sa mise en place et sa finalité évidemment. Bien, la contre-expertise, en fin de compte, était assez facile en protocole dans la mesure où, connaissant et soupçonnant les trucages possibles qu'il pouvait employer, il suffisait de faire mettre les véhicules en contre-expertise d'une certaine manière, en épi par exemple. Honnêtement, son expérience de départ, c'était d'abord de mettre un bandeau sur les yeux, oui. Et ensuite de mettre une cagoule. Voilà. Bon, nous avons été très gentils, on lui a dit, écoutez, c'est pas la peine de mettre une cagoule parce qu'on vous fait confiance, c'est même pas la peine de mettre un bandeau parce que tout ça, on va contre les étouffements, on va être gentil, on va faire beaucoup plus simple, puisque la contre-expertise va avoir lieu dans la rue, autant qu'il n'y ait pas de choses qui peuvent vous empoisonner l'air. Autant faire les choses les plus simples, en mettant une petite balle de mousse sur les yeux et un sparadrap, on s'en contentera, et pour nous, on sera suffisamment content sans avoir à prendre d'autres choses. Ça suffisait pour empêcher l'expérience de réussir. Oui. D'accord ? Oui, parce que c'est important. Oui. Alors évidemment, on ne vous donnera pas le truc, n'en déplaise à vos auditeurs, puisque les magiciens le reproduisent sur scène. Moi-même, je fais cette expérience avec un simple bandeau de relaxation d'une marque que je ne donnerai pas à l'antenne, et que tout le monde connaît et qu'on peut acheter dans un simple bandeau dans une pharmacie, qui donc prouve qu'il n'y a aucun trucage au niveau du bandeau. D'accord ? D'accord. Donc, vous voyez, c'est important parce que les gens pourraient croire qu'il y a des cagoules truquées, des bandeaux truqués. Oui, bien sûr que ça existe. Mais maintenant, les moyens modernes reposent sur d'autres astuces beaucoup plus subtiles. Et c'est pour ça qu'on peut faire vérifier auprès d'un huissier le matériel, tout simplement parce qu'il n'y a rien à voir. Et l'huissier va se contenter de dire « j'atteste que je n'ai pas vu de trucage ». D'accord. Ça, tout le monde sera content. Ouais. Et l'artiste est très content parce qu'il se sert de l'huissier pour faire authentifier quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec l'expérience. Et c'est une manière de plus de tromper le public. Alors évidemment, en spectacle, on peut le tromper
amicalement. Bien sûr. Lorsque on n'est pas dans le spectacle, la tromperie s'avère un petit peu plus compliquée. Mais alors, une fois que Jean-Marie Laforgue s'est retrouvé avec ses balles de mousse, une sur chaque œil et un sparadrap, Oui. Il a enfourché sa Non, moto. il n'a pas enfourché parce qu'il avait besoin de se concentrer, ce D'accord. qui est normal. Normal. Puisque c'est une personne qui voulait se décorporer ou qui avait besoin de faire une sorte de respiration pendant un quart d'heure ou 20 minutes. Donc il est entré dans une sorte de véhicule pour s'asseoir et se mettre dans un état qui permettait justement de faire cette expérience. Oui. L'erreur à ne pas commettre serait été de lui interdire de procéder de la manière dont lui l'avait dit. D'accord. Donc, en fin de compte, on s'est bien gardé de s'en défendre. On l'a laissé se reposer. Je suis monté à côté de lui, évidemment, pour être sûr que tout reste en place sur les yeux, parce que on peut parfaitement faire des techniques respiratoires. On n'a pas besoin pour cela de toucher au sparadrap. Ouais. Ça ne sert à rien. Oui. Hein. D'autant plus que le sparadrap ne gênait pas au niveau de la respiration nasale. Donc on l'a laissé tranquillement respirer, se concentrer, faire ce qu'il souhaitait, jusqu'au moment où il décidait de dire « Ok, je suis prêt à monter sur la moto ». Bon. La moto a dû faire 2,50 m, et ensuite, voilà, ça n'a pas été plus loin. Mais je pense que... Il est rentré dans une voiture. Il est rentré, oui, mais honnêtement, nous savions que ça ne pouvait pas marcher, et je pense que lui-même a joué le jeu jusqu'au bout, parce que perdu pour perdu, il s'est dit, allez, allons-y, à moi de faire attention de ne pas me casser quelque chose, donc allez, allons, voilà. On a même payé le luxe d'être un peu plus médium que lui, puisque nous avons remis au producteur une prédiction écrite de notre main, dans lequel on allait donner à l'avance les arguments que M. Laforgue allait ensuite dire, manque de concentration de sa part, pas en forme ce jour-là, etc. Et on avait donc prévu et prédit par écrit les formulations qu'il donnerait à la fin de l'émission pour justifier l'échec ou disons la non-réussite de l'expérience auquel nous assistions. Vous voyez comme quoi on avait quand même une certaine forme d'habitude pour prédire. Ouais. Et alors, une fois que, évidemment, il est rentré dans une voiture, Dans la voiture du producteur, d'ailleurs. Il doit être content, le Oui, parce que producteur. le producteur, il était persuadé jusqu'au bout que Jean-Marie Laforgue était un authentique sujet psy. Alors je lui ai dit, bien, puisque c'est ça, nous allons mettre votre C'est votre voiture qui va... oui, on va mettre votre voiture personnelle, qui était un superbe 4x4 flambant neuf, rouge. Alors on a mis ce 4x4 en travers de la route, et voilà, boum. D'accord. Et alors, qu'est devenu ensuite ce Jean-Marie Laforgue? Parce que vous l'avez suivi après, j'imagine. Enfin, au moins dans les journaux, etc. Tout est retombé comme un soufflet raté. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Moi, j'ai eu des nouvelles. Et Jean-Marie Laforgue a piloté des hors-boards, sans visibilité. Oui. Toujours avec la cagoule. Oui. Et voilà. Donc, ça continue. Donc toujours avec le truc que vous connaissez depuis des années. Voilà, c'est ça. Personne n'y fait plus attention. Il fait ses animations commerciales comme ça. Oui. Alors je ne sais. Bon, évidemment, il n'y a plus le battage qui a eu à TF1. Mais bon, il fait quand même ses petites animations et je suppose qu'il continue à bénéficier de la publicité énorme dont qu'il avait eu à l'époque. Bon. De toute façon, ça marchera toujours. Ça marche toujours, oui. Vous savez, ce genre de spectacle est reproductif, c'est cyclique. Un coup, on a quelqu'un qui prédit le résultat du tiercé dans un coffre que nous avions décrit il y a longtemps. Un autre coup, on va donner les résultats du loto comme si on était voyant. Un autre coup, ça sera l'homme radar sous une forme d'un véhicule quelconque à venir. Ouais. Et périodiquement, on assistera encore et à nouveau à ce même genre d'expérience. Parce que, en fin de compte, le public, il a la mémoire courte, c'est pas la même génération. Après quelques années, les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. Donc on est condamné, nous ou d'autres, à refaire et à nouveau expertiser les mêmes bêtises, parce que pour nous,
c'est maintenant rentré dans les affaires courantes, malheureusement. Oui. Et puis, ce qui est le plus triste, en fin de compte, c'est pas encore de voir ça, c'est la naïveté, surtout, de certains journalistes, de certains producteurs, qui croient dur comme fer à des choses aberrantes. Voilà, c'est plutôt ça qui m'a le plus frappé qu'autre chose, parce que des affaires comme Jean-Marie Laforgue, il y en a eu d'autres, pas forcément sur les mêmes plans, qui sont navrantes d'efficacité au niveau crédulité. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Claude Giraldi d'avoir fait un petit détour chez nous et un petit peu chez votre ami Ranky en même temps dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Eh bien, bonne chance et bonne continuation. Merci beaucoup Claude Giraldi. Au revoir. Au revoir. Ranky, Oui. avant de passer à notre deuxième invité de ce soir, une chose quand même concernant les conférences que vous allez mettre sur pied, ou si ce n'est déjà fait, avec votre ami Claude Giraldi. Oui, eh bien justement, il vous a expliqué, enfin, vous avez dit spectacle, Oui. conférence, je dirais plutôt conférence démonstration. D'accord. Donc, nous allons faire des démonstrations d'effets paranormaux. Et voilà, c'est un petit peu nouveau et je pense que ça va motiver les gens à venir voir ce qui se passe exactement dans le paranormal. Bien. Au moins au niveau de l'illusionnisme. Oui. Et parapsychologie. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, j'invite ceux et celles qui sont intéressés pour vous faire venir avec Claude Giraldi, donc pour cette conférence démonstration, à nous contacter directement ici à Sud Radio, Les Aventuriers de l'étrange. Vous nous laissez un mot au 0826 300 300 et on vous donnera directement les coordonnées de Ranky. Très sympathique à vous. Bah écoutez, c'est la moindre des choses. Ranky, une pause et ensuite on va retrouver notre deuxième invité que vous avez croisé, quelqu'un que je trouve extraordinaire. Les prouesses qu'il réussit à faire physiquement et mentalement sont absolument fabuleuses. Je veux parler du yogi Koudou, que vous connaissez fort bien pour avoir Très bien, partagé je connais la scène avec lui pendant plusieurs années. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Tout à fait. Il va être avec nous dans quelques instants et vous allez voir, ce qu'il réalise est absolument fabuleux. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Olivia Ruiz sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Je traîne des pieds, vous savez que vous pouvez nous contacter. Il y a plusieurs biais pour ça. Vous pouvez nous laisser un message, notamment pour notre émission demain. Si vous avez eu des contacts avec des personnes décédées, ce sera le sujet des Aventuriers de l'étrange demain dimanche de 22h à minuit. Vous pouvez nous laisser un message avec vos coordonnées, une partie de votre témoignage sur notre boîte vocale au 0826 300 300. Ça n'est pas un numéro surtaxé, je m'empresse de vous le dire. 0826 300 300. Vous pouvez également nous envoyer un SMS Sud, un espace, votre question, votre réaction à notre invité de ce soir, Ranky, ou à celui qui va venir le rejoindre dans quelques minutes, le Yogi Koudou. Donc vous tapez Sud, un espace, une question, une réaction, vous envoyez le tout au 71 200 ou vous pouvez nous écrire également par SMS. La boîte mail des Aventuriers de l'étrange, c'est simple, c'est étrange au singulier, étrange@sudradio.fr. Vous nous envoyez tout ça et ça nous arrive, on vous répond évidemment sans aucun problème. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ranky, l'auteur d'un livre tout à fait passionnant que je vous recommande, qui s'intitule Le paranormal de mes yeux vus aux éditions Trajectoire, est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange. Ranky, nous accueillons quelqu'un que vous connaissez fort bien, que vous aimez beaucoup. C'est le Yogi Koudou. Yogi Koudou est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Vous habitez dans l'Ardèche, hein, c'est ça ? Ah non, pas du tout. C'est un stage que vous êtes en train de faire, pardon. Oui, je suis en Ardèche parce que c'est un centre qui est là-bas où je forme des professeurs de yoga et puis des gens qui font des massages en digitopunture. Oui. Ranky, Oui. vous allez avoir la lourde tâche, comme pour Claude Giraldi, vous me voyez venir avec mes gros sabots, de présenter le Yogi Koudou que vous connaissez depuis fort longtemps. Oui. Alors là, je dois dire une chose, je suis très ému. Paulin, Ouais. je suis ému de t'entendre. Ah, ça me fait plaisir. Ça fait un sacré bout de temps qu'on ne s'était pas parlé. Ah oui. Tu n'as pas changé de voix. Ah,
Toujours belle voix grave, hein, si je puis me permettre. Grave, Ah, ouais. ni de voix VOIE, ni de voix VOIX. Ça me fait très très plaisir de t'entendre. Moi, c'est de même, donc c'est réciproque, c'est bien. Voilà. Avec Paulin, puisque c'est Paulin, Oui. le prénom. Oui. Avec Paulin, nous avons tourné pas mal dans le Festival mondial de la magie organisé par André Sans-la-Ville, qui était André Sans-la-Ville, Monsieur Fantastique. Monsieur Fantastique, qui est le créateur du Festival mondial de la magie, qui était produit, donné à l'Olympia Bruno Cocatrix tous les ans. Oui. Et ensuite, ce festival partait dans le monde entier avec ces artistes. J'ai eu l'honneur d'en faire partie 4 années de suite, et c'est donc là que j'ai pu connaître Paulin Coudou et tourner avec lui. On a aussi tourné, nous avons tourné en Syrie, on diffère l'Italie, on a fait l'Italie, tu te rappelles, Paulin? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, Paulin est un grand monsieur. Et alors, Yogi Kodou, vous, je me rappelle très très bien, d'ailleurs, il y a cette vidéo encore sur votre site, que j'invite ceux et celles qui nous écoutent à aller consulter, c'est leyogi.com, LEYOGI.com, où là, donc, on peut voir toutes les créations que vous faites de postures en yoga, et puis cette magnifique séquence extraordinaire, cet exploit que je trouve fabuleux, vous pliez, vous rentrez dans une boîte transparente qui fait 50 cm de haut, 40 cm d'arête, à travers une petite porte. On se demande même si moi, qui suis plus petit que vous, je pourrais sûrement peut-être y rentrer juste la tête, et encore. Et physiquement, je dis à ceux et celles qui nous écoutent, vous faites 1m85 pour 80 kg, c'est ça ? Maintenant 83 kilos, avec l'âge, j'ai réfléchi un peu. Ah, vous avez pris 3 kilos quand même. Par contre, je ne sais pas si la porte n'a pas bougé. Lorsque nous avons vu Paulin dans les salons Ricard aux Champs-Élysées, la porte faisait 23 cm de large. Oui, maintenant la porte fait 37. Ah, bon. C'est les 3 kilos, ça. Mais enfin, on vous en voudra pas. On vous en voudra pas. Dites-moi, Yogi Kodou, comment vous êtes-vous intéressé au yoga au point d'en faire votre vie? Oh, il n'y a pas de mérite. J'ai un père bouddhiste et une mère antillaise, et puis entre le bouddhiste et le chrétianisme. Ouais. J'ai connu le yoga étant enfant, et puis je voyais mon père faire des postures, et ça a commencé comme ça. Ouais. Mais Et comme c'est quelque chose que j'aime, je trouve extraordinaire. C'est vraiment merveilleux d'avoir eu la chance de connaître le yoga. Et j'ai aimé ça depuis petit, et je l'ai jamais lâché, quoi. Mais dites-moi, quelles sont les capacités hors normes qu'il faut avoir pour réussir à entrer dans un cube de 50 cm de haut, 40 cm d'arête, et avec une porte de 37 cm, je rappelle, vous faites 83 kg, 1m85 quand même. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas d'exploit à rentrer dans la boîte. Beaucoup de gens peuvent rentrer dans cette boîte. Le plus difficile, c'est de pouvoir y rester. Oui. Rester dans la boîte, il faut contrôler sa respiration parce qu'il n'y a pas d'air à l'intérieur. Il faut diminuer la consommation d'énergie du corps, et puis pour pouvoir y rester, c'est ça que je trouve le plus extraordinaire. C'est ça qu'il faut travailler. Vous y êtes resté, je crois, plus de 6 heures, hein, une fois. Oui, 6 heures, oui. Mais c'est juste pour montrer ce genre de record, je ne m'amuse plus à ça. Oui. Mais c'est juste pour montrer que le corps physique a une capacité considérable, et que c'est vraiment dommage que dans la vie de chaque jour, les gens n'apprennent pas à respirer. Il faut savoir que le premier maillon de la vie du corps, c'est le souffle. Ouais. Et il suffit d'avoir une respiration qui n'est pas correctement exploitée pour avoir un corps bourré de rhumatisme, un corps qui va avoir des retenues d'eau et des sommeils difficiles, enfin plein d'anomalies dans la vie du corps viennent par une mauvaise respiration. Mais vous, enfin, je suppose que c'est un entraînement, même si vous n'appelez plus ça peut-être un entraînement à votre niveau, mais c'est un exercice quotidien, j'imagine.
Il faut, pour moi, pour ce que je fais avec, il faut entre 3 et 6 heures de travail par jour. Ah oui, c'est plus qu'un entraînement. C'est un ascétisme, c'est une règle de vie, quoi. Oui, c'est une manière de vie, mais après on ne trouve plus du tout qu'il n'y a plus de contraintes. Il faut faire attention aussi à la manière qu'on mange, l'association des ciments. Il y a tout ça à faire attention, mais après, il faut savoir que dans la vie de tous les jours, le corps physique prend des habitudes. Souvent, les gens disent j'ai pour habitude, j'ai cette habitude, mais c'est faux. Un être n'a pas d'habitude. C'est le corps physique qui vit et qui subit la vie qui l'entoure, qui prend des habitudes. Pourquoi? Parce qu'il cherche à s'adapter à chaque chose. Et seulement il faut arriver à éduquer le corps pour comprendre que l'être qui est dans son corps ne vit pas. Il a un corps qui vit, mais lui, il existe dans le corps. Et le jour qu'il n'aura plus ce corps, il va ensuite habiter un autre corps. Donc par conséquent, il faut apprendre à ce corps de bien respirer, de bien manger pour l'aider à mieux vivre et ne pas subir constamment la vie. Oui, c'est très bouddhiste ça. Je vous ai entendu mal là tout à l'heure. Pardon, j'ai dit c'est très bouddhiste ça comme philosophie. C'est bouddhiste, mais je trouve que c'est quelque chose qui devrait être même enseigné à l'école pour un certain respect de la vie. La vie est quelque chose de merveilleux, de fantastique. L'être humain a des grandes possibilités. Il faut savoir que ce corps physique, et c'est d'abord un corps animal, un être est l'esprit d'une parcelle de Dieu qui vit à l'intérieur, qui existe à l'intérieur d'une vie, qui sa vie lui-même dépend de la vie qui l'entoure. Donc c'est quelque chose qu'il a pour plusieurs années. Un corps vit de manière automatique, il réagit spontanément et rapidement. Le corps perd son instinct animal. Et quand il perd son instinct animal, il a diminué un potentiel de vie, mais peut-être de 25%. Oui. Et tout cela, c'est quelque chose qu'on doit respecter, qu'on ne doit jamais perdre. Et si moi je fais partie des yogis qui est capable de s'arrêter le cœur ou de rester sous terre pendant plusieurs jours, mais je ne suis pas unique. Il y a d'autres personnes qui sont capables de le faire et c'est à la portée de tout le monde. Mais seulement il faut apprendre à éduquer le corps, à apprendre le corps à vivre et ne pas dire mon corps respire automatiquement. Il n'a pas besoin de moi pour vivre, il a besoin de moi pour mieux vivre et j'ai besoin de lui pour exister. Oui, cette phrase est très jolie. Dites-moi, Yogi Kodou, je veux revenir sur deux choses que vous avez citées très rapidement. Vous avez dit, je suis en tant que yogi capable de rester sous terre très longtemps, c'est-à-dire le plus longtemps que j'ai fait sous terre, c'est 24 heures. 24 heures à 50 cm sous terre, enveloppé dans un drap. Mais mon père a connu un yogi que je n'ai pas connu, parce que bon, j'étais gamin à l'époque, qui a fait jusqu'à 101 jours sous terre, sans boire, sans manger. 101 jours 101 jours. Donc c'est quelque chose, vous savez, dans le corps, il y a une quantité d'énergie, mais qui est phénoménale. Et la majeure partie d'individus a tendance à ignorer la valeur de ce corps. Et surtout en Occident, parce qu'en Occident, les gens courent après la richesse matérielle et le bien matériel n'a jamais été une richesse, c'est seulement un moyen. Les gens courent après le temps et sans savoir qu'ils sont eux-mêmes le temps. Et comme ils courent après le temps, cela veut dire qu'ils courent après eux-mêmes. Et ce qui fait que leur corps récolte de l'impatience, de l'intolérance et plein de troubles rhumatismaux et de maladies autres. Oui. Les gens ne prennent pas le temps d'exister dans leur vie pour être libres, ce qui fait qu'ils ont un corps prisonnier. Et quand je fais quelque chose et que les gens, c'est vrai pour eux, ils disent c'est un exploit, je peux concevoir que c'est un exploit, mais c'est à leur portée. Et c'est parce que eux-mêmes, ils s'éloignent de leurs possibilités, de leur potentiel, alors ils disent c'est un exploit. Mais il suffit de se dire si quelqu'un est capable de faire quelque chose, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas capable. Il me suffit tout simplement de rencontrer la bonne personne pour me l'enseigner. Oui. Mais dites-moi, Yogi Kodou, lorsque vous avez fait cette expérience d'être sous terre, 50 cm de terre sur vous, pendant 24 heures, à quel rythme mettez-vous votre corps? Au ralenti au maximum, j'imagine? Il faut savoir que la terre respire.
il faut choisir l'endroit où on le fait, il faut mettre une bâche, on monte une tente exactement sur ce lieu pendant environ 1 mois pour que la terre puisse être bien séchée. Et sous cette tente, le trou est déjà fait avant et la terre qui est sous le côté a été bien triée. Il faut savoir que la terre respire, sinon nous n'aurons pas de plantes. Oui. Il suffit pour moi de mettre mon corps à peu près au même rythme de la respiration de la terre. C'est-à-dire, si vous voyez avec vos yeux, parce que entre regard et voir, il y a 2 choses différentes. Si vous voyez avec vos yeux, vous allez dire, je ne respire pas. Mais si vous mettez un Doppler, vous verrez que le cœur bat. Et le cœur bat lentement, mais il bat. Oui. Mais il est incapable, c'est impossible de voir la dilatation des muscles élévateurs et l'abaissement du diaphragme pour voir les pulsations. Mais le cœur bat. Et je mets mon corps à peu près au même rythme de la Terre. Oui, ce qui nécessite quand même un très long entraînement et une capacité physique qui a été largement préparée. Il ne faut pas se lancer dans ce genre d'expérience comme ça à tout bout de champ, évidemment. Ah non, mais c'est-à-dire, on peut rester sans boire, sans manger, sans parler, sans dormir pendant quelques jours, mais pas sans respirer. Et pour apprendre à faire ça, il faut savoir que je respire, mon corps respire. Seulement, il faut une longue éducation du corps pour arriver à faire cela. N'importe qui serait suffisamment téméraire pour essayer de faire ça, il restera même pas 1 demi-heure. Oui. Donc, c'est quelque chose qui est bien préparé. Et quand je fais ça, autour de moi, il y a des cardiologues, des rhumatologues, parce qu'il faut savoir que s'il y a un empoisonnement du sang, cela dérègle les plaquettes sanguines et ça joue sur les articulations. Donc, je vais atrophier le corps par des troubles rhumatismaux pour plus tard. Oui. C'est pour cette raison, à côté, il y a des cardiologues et des rhumatologues. Et c'est quelque chose qui est fait sur des grandes surveillances, même si je suis capable de le faire sans danger. Bien sûr. Yogi Kodo, vous avez dit également que vous étiez, vous l'avez expérimenté, capable d'arrêter les battements de votre cœur. Bien sûr, le cœur bat sur l'influence du système nerveux secondaire et le système nerveux secondaire qui guide les circuits nerveux sympathiques, c'est quelque chose que normalement, médicalement, scientifiquement, on dit qu'il était impossible à contrôler. Je ne suis pas le seul yogi à arriver à le contrôler et c'est quelque chose, je pense, n'importe qui veut vraiment, qui a en lui le vouloir et la volonté de réussir, et je défie n'importe qui a cette envie. Je suis sûr, je prends cette personne, pendant 1 mois, je travaille avec, et je suis sûr il sera capable pas d'arrêter son cœur comme je le fais, mais de choisir un rythme et de donner le rythme qu'il veut pendant quelques moments. Oui. Oui. Et vous avez réussi cet exploit, parce que ça en est un quand même, pendant combien de temps d'arrêter les battements de votre cœur, de le ralentir jusqu'à quel niveau? Je le ralentis jusqu'à l'arrêt, et l'arrêt environ 22 secondes. Ce qui est énorme. Ouais. Et auparavant, auparavant, ça provoque des espaces. Les espaces, c'est un peu comme vous avez une accélération et puis de manière irrégulière, le corps va se mettre à battre de manière irrégulière avant l'arrêt. Donc c'est très impressionnant de voir les courbes sous l'écran au moment où le cœur va s'arrêter. Et quand ça s'arrête, normalement, un cœur, quand il commence à ralentir, on baisse la pression du sang, normalement, n'importe quel individu, c'est un problème d'infarctus quand ça arrive accidentellement. Et la personne perd connaissance. Et lorsque c'est contrôlé, il n'y a pas de perte de connaissance. Et c'est ça qui est fantastique. Oui. Mais dites-moi, Yogi Kodo, comment êtes-vous, enfin, si tant est que vous puissiez le décrire, comment êtes-vous à l'intérieur de vous-même à ce moment-là, dans votre esprit, dans votre corps? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes extrêmement concentré, ou alors vous êtes comme une espèce de distance avec ce qui vous arrive? Il se passe quoi à l'intérieur? C'est ça la question. C'est-à-dire, il faut quitter le corps physique pour arriver à faire quelque chose de ce genre. Nous avons 10 corps différents. Et c'est un travail qui se fait avec la complicité étroite du corps mental. Le corps mental ne se trouve pas dans le corps physique, mais il est en rayonnement autour du corps physique. Il se nourrit du système nerveux
et il provoque des réactions sur les modifications du schéma corporel, mais il n'est pas dans le corps physique. Il faut arriver à garder une stabilité mentale sur la régularité des mouvements de la respiration pour que le mental ne puisse pas nous donner des pensées vagabondes. Ensuite, il faut guider le mental sur une image qui va correspondre à l'afflux du sang. On va prendre l'afflux d'une rivière ou d'un ruisseau pour arriver à travailler sur une artère principale, pour arriver à le contrôler, le fermer tout doucement pour diminuer la pression du sang qui ira vers le cœur. Et c'est comme cela se fait tout doucement. Et lorsqu'on fait un arrêt de cœur, on constate alors le corps qui se met en état d'autodéfense provoque au début une accélération des pulsations. Et puis ensuite, ça commence le débit de la pression du sang commence à se diminuer, et ainsi le cœur commence à donner des contre-coups qu'on appelle des espaces, et peu à peu, il ralentit, et finit par s'arrêter. Je reste dans un état de super conscience, mais qui me permet de contrôler le corps, mais ça ne peut pas durer trop longtemps puisque le cerveau ne sera plus irrigué. Bien sûr, oui. En sachant que 25 secondes suffit pour que le cerveau ne soit pas irrigué. Alors j'ai pu prendre ce risque, on peut dire, la première fois, d'emmener jusqu'à 20 secondes, et après je me suis rendu compte qu'il me restait encore un peu d'espace, donc le maximum que j'ai fait jusqu'à 22 secondes. Et ensuite, le réenclenchement du mécanisme, c'est comme ce que vous nous avez dit, mais à l'envers, quoi, en quelque sorte. À l'envers, oui. Lorsqu'on lâche au début, c'est-à-dire le cœur ne s'accélère pas tout de suite, mais alors les artères se mettent à se dilater à une force qui fait, on a l'impression, ce n'est plus des battements de cœur, mais c'est des coups de marteau. Et puis tout doucement, il monte en rythme, il monte en volume, et puis il prend ensuite des pulsations beaucoup plus rapides que la normale. Mes pulsations normales, moi, c'est 48-50. Ah oui, c'est faible, effectivement. Et ça va peut-être monter à 60, 65, et puis ensuite ça descend à son rythme normal qui est 48-50. Oui. Ranky, ça laisse pantois quand même, hein? Ça laisse pantois, oui, tout à fait. D'ailleurs, on serait tenté de dire que les exploits du Yogi Koudou n'ont rien de paranormal. Mais lorsque l'on examine de près les postures incroyables que cet homme est capable de prendre, on se dit qu'il y a tout de même quelque chose de surhumain là-dedans. Je pense pas que c'est surhumain. Mais moi, je vois ça un peu comme ça parce que, écoute, Paulin, tu défies littéralement les lois naturelles de la vie. C'est ce que souvent, dans beaucoup de pays, les gens disent cela, ce que tu es en train de dire. Mais j'estime qu'un corps physique, pour moi, c'est quelque chose de mécanique. Oui, je sais bien, mais quoi? Donc, on peut démonter ce que je fais souvent. Je démonte parfaitement une articulation et le mettre dans sens inverse. Je t'ai vu faire maintes et maintes fois. Et quoi que tu racontes, tu racontes que ta technique est simple. Moi, je reste pantois devant de telles capacités. D'ailleurs, attends, et tu pourras pas me démentir, certaines postures, à ma connaissance, n'ont jamais été reproduites par d'autres yogis, fussent-ils de grands champions. Moi, je t'ai vu faire des choses que personne ne fait. Ça, c'est vrai. C'est vrai parce que les choses que je fais et que les autres n'osent pas faire, c'est parce qu'il faut dévier. Il faut soit enlever l'alignement de la colonne vertébrale, soit dévier la jambe sur le plateau du tibia pour arriver à le tourner dans l'autre sens, en sens inverse. Ah oui, quand même. Oui, mais c'est absolument phénoménal. On frise tout de même le paranormal, hein, parce que moi, dans mon idée, le paranormal, c'est du normal pas encore expliqué, ou alors dans le cas de Paulin, mal expliqué. J'essaye de faire en sorte à toujours bien expliquer aux gens. Ça arrive parfois où je suis sur scène en train de faire une démonstration et puis je vois des gens s'évanouir. Donc, je leur explique, ce n'est pas ce que je fais qui leur fait s'évanouir, c'est l'imagination qu'ils ont sous ce qu'ils voient en pensant que mon corps souffre. D'accord. Et je dis, si je fais cela, je ne fais pas souffrir mon corps. C'est pour montrer que nous avons un corps qui nous donne des grandes possibilités qui ne sont pas exploitées.
Eh oui. On n'est pas habitué à voir. Hein. Ah non, non, ça je vous l'accorde. Non, ça on est d'accord là-dessus. Oui. Yogi Kodou, Ranki, une pause et on va continuer à discuter tous les trois sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange et aller peut-être un peu plus loin dans la découverte de ce que le corps humain est capable de faire sous la houlette du Yogi Kodou, mon invité. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Niels Barclay, Crazy sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange. Vous savez que vous pouvez réécouter cette émission en allant sur notre site sudradio.fr et puis il y a le système podcast qui est à votre disposition. D'ailleurs, toutes les émissions des aventuriers de l'étrange depuis le début sont sur ce site. Vous y allez, vous cliquez, vous suivez les instructions et vous allez pouvoir télécharger les émissions que vous avez eu le plaisir d'écouter pour les réécouter ou si vous en avez raté quelques-unes. Elles sont sur internet sudradio.fr. Je suis en compagnie ce soir, nous sommes en compagnie, vous qui nous écoutez et moi, de Ranki, donc prestidigitateur, magicien, à l'occasion de l'apparition de son livre Le paranormal de mes yeux vus aux éditions Trajectoire, et en compagnie du Yogi Kodou pour bien découvrir ce dont les yogis sont capables. Et j'avoue que là, Ranki, grâce à vous, nous avons le plaisir de découvrir le Yogi Kodou qui a un regard sur ce qu'il fait très posé et très humaniste. C'est ça qui est vraiment intéressant. Ah, oui, oui. C'est un philosophe. Oui. Un philosophe, un vrai. Yogi Kodou, dites-moi un petit peu, est-ce que vous continuez maintenant ou avez-vous arrêté de vous produire sur scène? Je continue, mais je me suis mis à écrire il y a 3 ans. Oui. Et puis j'avais arrêté de former des professeurs de yoga. Je me suis dit, à 64 balais, il faut penser à arrêter un peu. Parce que je tiens à garder ce corps en très bon état. Parce qu'au fur et à mesure que le corps prend de l'âge, même si c'est un corps qui a été bien éduqué, il ne faut pas non plus le demander de trop. Et malheureusement, lorsqu'on dit on va arrêter, c'est là où on a beaucoup plus de demandes. Alors j'ai repris encore pour cette année. Et enfin j'ai pris la décision de ne pas arrêter tout de suite et je continue encore 2007 et puis après je m'arrête. D'accord. D'ailleurs, vous avez écrit 2 livres, hein, c'est ça? Oui, 2 livres, oui. Respire la vie aux éditions Carnot. Oui. Hein? Édition Carnot qui n'existe plus d'ailleurs. Ah, d'accord. Ouais. Et corps à corps, vivre, vivre en harmonie, hein, c'est ça. Où peut-on se les procurer ces livres? En allant sur votre site? Sur mon site, on peut se procurer ces 2 livres. Oui. Corps à corps a été réédité 2 fois et Respire la vie a été réédité 3 fois. Mm-hmm. Et ils ont été épuisés et quand ça a été épuisé, je me suis trouvé un peu en désaccord avec Édition Carnot, qui est un monsieur qui dirigeait une édition qui marchait très bien, mais qui ne payait pas les auteurs. C'est pour ça que ça marchait bien, sûrement. Ouais. Et donc j'ai fait saisir les comptes de ce monsieur, et comme j'ai fait saisir les comptes, il était obligé de déposer le bilan. Oui. Et ça s'est avéré qu'il n'avait pas payé ni les impôts, ni l'URSSAF pendant 7 ans. Ah oui. Alors, donc, l'édition Carnot, ça n'existe plus à cause de ça. Et mes prochains livres vont sortir l'Archipel et puis l'autre. Comme l'autre n'est pas signé, je ne parle pas encore parce que je vais sortir en février chez 2 éditions en même temps. Bon, très bien. On aura le plaisir à ce moment-là de vous réinviter pour en parler, si vous le voulez. C'est-à-dire, je vais en sortir deux livres le même année, quoi. Très bien, très bien. Alors, Yogi Kodou, je me demandais, on en parlait pendant la pause musicale avec mon équipe, Pierre Massias ou Grégory, le réalisateur, avez-vous rencontré d'autres yogis, je suppose que oui, qui vous ont impressionné? Parce que j'imagine, que pour vous impressionner, il doit falloir se lever de bonne heure, voire pas se coucher du tout même. Le seul yogi qui m'a impressionné, mais il se considérait pas comme un yogi. Oui. C'est mon propre père. Et puis il y a quelqu'un qui m'a aussi impressionné, mais qui n'était pas un yogi, c'est Ivan Iva.
Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à faire des arrêts de cœur, c'est parce que j'ai vu Ivan Iva faire des arrêts de cœur, mais en truquant. D'accord. Oui, oui. Il n'arrêtait pas son cœur, il travaillait sur des diminutions des pulsations sur les bras. D'accord. Et Oui. il le faisait en mettant une boule sous ses bras, et en pressant cette boule que personne ne voyait, il arrivait à arrêter sur l'artère de son bras les pulsations. Ouais, ouais. Et je me suis dit, mais pourquoi triche-t-il? Parce que c'est un monsieur qui a énormément de talent. Mais c'est le meilleur hypnotiseur que j'ai pu rencontrer. Et pourquoi fait-il ce genre de choses? Je me suis dit, ça doit être possible de le faire sans tricher. Et j'ai commencé comme ça les arrêts de cœur. Ouais. Êtes-vous allé en Inde? Ni aux Indes et ni chez mon père. Mon père est tibétain, je n'ai pas été non plus. Jamais, ça ne vous a pas attiré cette sorte j'allais dire, de retour aux sources, aux racines finalement? Non, les Indes ne m'ont pas intéressé à cause du côté folklorique que je trouvais certains de mes élèves qui y allaient souvent. Oui, oui. Et cela ne m'a pas plu, donc j'ai pas été. Chez mon père, j'ai pas été parce que tout ce qu'il pouvait m'en parler n'était pas bien par rapport aux Chinois, ce qu'ils ont subi. C'est vrai. Et donc, comme mon père est parti de là au moment où les Chinois leur faisaient beaucoup souffrir, et heureusement pour moi, il est arrivé aux Antilles dans ces années où il y avait la guerre avec les Allemands, et puis il est resté que j'ai pu venir dans ce monde. Et ça fait tout ce qu'il me disait sur le Tibet, fait que j'ai pas été, mais j'ai pris la décision en 2007, j'irai faire un tour. Ah, très bien. Donc vous nous raconterez à votre retour alors. Oui, je dois aller, j'ai pris la décision, j'irai dans son village et j'ai son neveu qui doit me faire voir des choses dont il m'avait parlé. Très bien. Merci beaucoup en tout cas Yogi Kodou de nous avoir accordé ces quelques instants. Et Ranki, merci encore à vous de nous avoir permis de rencontrer ce grand monsieur. Ah ben on ne pouvait pas, il pouvait pas ne pas être dans mon bouquin, c'était pas possible. C'est quelque chose, ça m'a fait beaucoup de plaisir lorsque vous m'avez appelé pour me dire que Ranki sera là et est-ce que je voulais bien participer. Ça fait très longtemps que nous n'avons pas parlé. Nous avons passé des moments merveilleux ensemble en tournée avec Sans la Ville. Oui, c'est vrai. Et Blondine, sa femme... Elle est là, elle t'écoute. Ah ben Blondine, je te fais des gros bisous. Je t'envoie plein de Elle t'embrasse aussi. Et moi aussi, je t'embrasse. Et j'espère que nous allons nous rencontrer dans pas longtemps. Eh ben, il n'y a pas de raison. Merci beaucoup en tout cas Yogi Kodou. Le plaisir est pour moi. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Ranki, continuons notre bonhomme de chemin à travers votre livre qui s'appelle donc Le Paranormal de mes yeux vus aux éditions Trajectoire. Je vais vous demander de nous emmener faire un tour du côté. Alors là, ça fait partie vraiment. Qu'est-ce qu'il va me demander? Non, vous inquiétez pas. De faire un tour du côté d'une expérience à laquelle vous avez participé. Vous y êtes allé pour voir un petit peu ce que c'était. Oui. Je veux parler du Quarto della Luz. Ah, oui. Alors, expliquez-nous d'abord comment ça vous est tombé dessus, ce truc, le Quarto della Luz. Ce que c'était et ce que vous êtes allé y faire. Eh bien, tout simplement, ça faisait partie d'une demande tout à fait ordinaire de personnes qui voulaient une expertise de notre comité. Oui. Donc, j'ai reçu une lettre et à laquelle j'ai répondu, et puis voilà, je me suis rendu c'était dans le 15e arrondissement de Paris, donc ça concerne des Mexicains qui sont venus en France à la demande du père Brune, François Brune, et à la demande de l'excellent écrivain Didier Van Kovlart. Oui, prix Goncourt, entre autres. Prix Goncourt. Ce sont eux qui ont vu ces gens-là, ces Mexicains, et les ont ramenés en France. D'accord. Alors, j'ai été contacté, tout simplement. Oui. Ils faisaient quoi, ces Mexicains, ce Quarto della Luz? Bien, écoutez, ils interrogeaient des entités, ils faisaient venir l'esprit des morts. Oui. Dans une salle qui était prêtée par un médecin.
je crois, les médecins psychiatres, je me souviens plus très bien. Oui. Voilà. Et puis, bon, il s'agissait de séances de spiritisme. D'accord. Et qu'est-ce qui se produisait, enfin du moins, qu'est-ce qui était censé se produire durant ces séances? Ah ben, donc il faisait venir l'esprit des morts, des fantômes, etc. Et c'était... en réalité, il s'agissait d'une séance de spiritisme telle qu'on pouvait les voir vers les années, enfin moi je les ai pas vus, hein, les années 1880. Non, quand même. Ouais, quand même. Voilà. Ouais. Et alors, racontez-nous votre arrivée là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous avez vu et ressenti? C'est une affaire qui n'est pas compliquée, mais enfin bon, écoutez, ça m'ennuie un petit peu de vous raconter ça. C'est un peu une arnaque, mais enfin ces gens-là étaient quand même sincères, si vous voulez, dans leur démarche. Hein. Oui. Voilà. Donc je me suis... Ils avaient convoqué un tas de gens, hein, beaucoup de journalistes, beaucoup de scientifiques se sont rendus à cette séance. Alors quand on est arrivé l'après-midi, il y avait Monsieur Didier Van Kovlart qui nous a présenté donc ce quarto de Luz. D'accord. Nous étions une vingtaine d'invités. Alors on écoute Monsieur Kovlart qui nous raconte, avec le père Brune d'ailleurs, il nous expose les nombreuses anecdotes et les manifestations auxquelles ils ont assisté, eux, là-bas au Mexique. Oui. Hein. Et vers 17h ou 18h, je me souviens plus très bien, on nous fait... il y a un rituel de purification. Bon, je vais me soumettre aussi à ce rituel. Bien sûr. C'est-à-dire que je vais passer au-dessus d'un brasier, je vais boire 3 gorgées d'eau, je vais me laver les mains et je vais me soumettre à une fouille d'un huissier. Tiens, il y avait un huissier de justice aussi. Hein, on n'y échappe pas, ces gens-là. Hein. Alors j'étais venu en qualité d'observateur et non comme détracteur. Hein. Oui, d'accord. Voilà. Alors donc je suis de bout en bout le rite imposé. Et puis je m'installe. On est tous installés dans la salle. Il y a des chaises tout autour de cette salle. Et puis, en bout de salle, il y a un fauteuil avec un énorme individu, un type qui fait au moins 2 mètres de haut, un type impressionnant qui semble dormir, là. Il est vraiment impressionnant. Ouais. Et d'un seul coup, les lumières s'éteignent. On est tous plongés dans le noir, et c'est là où ça devient très bizarre parce que en plus, je ne sais pas pourquoi Monsieur Kovlart semblait être le grand prêtre. Il se met à chanter des chansons, etc. Et puis on commence à voir des lumières qui scintillent au plafond. Et puis d'un seul coup on voit une main qui apparaît. Une main qui apparaît dans le noir, qui se promène. Et on commence à entendre des bruits d'harmonica, des bruits de tambour. Enfin, il se passe plein de choses. Et puis d'un seul coup, je sens sur mon visage il y a des bruissements de fleurs. On me caresse le visage, on me caresse les mains, et tout le monde ressent la même chose. Et tout ça se passe dans le noir, hein, évidemment. D'accord. Alors ce sont soi-disant des entités, alors on nous demande de prier, etc. Et puis de prier pour les personnes qui sont malades. Alors moi je prie, hein, je joue le jeu, etc. Ouais. Voilà, donc c'est une séance de spiritisme telle qu'on pouvait les voir au XVIIIe siècle. Voilà. Et puis par des... bon, comme je suis illusionniste, évidemment. Bah oui, quand même un peu. Un petit peu. Oui. Bon, je réfléchis pas mal, je vois plein de choses. Je peux pas tout vous expliquer, mais enfin, je conclus en fin de séance que j'ai assisté à une arnaque pas possible.
C'était votre conviction de professionnel, je veux dire. Ah, c'est pas ma conviction, j'ai toutes les preuves et tous les éléments nécessaires qui démontrent que c'est une séance complètement truquée. Bidon, quoi, complètement. Complètement. Oui. Mais après, vous en avez informé ceux qui étaient les organisateurs Oui, bon, vous savez, il y avait des gens, il y avait des scientifiques, ça a commencé à tourner au scandale. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui se rendaient compte que c'était un petit peu forcé, tous ces effets. Oui, mais au départ, personne n'osait bouger. Et comme ça commençait à tourner au scandale, la séance fut écourtée. Oui, j'imagine. Un petit peu, oui. Oui, ce sont les participants même qui ont obligé à écourter les choses, quoi. Ouais. Alors on a reçu une bénédiction finale à base d'eau. D'accord. On a tous été bénis, et puis là, les lumières se sont rallumées, et puis après on a demandé mon avis, bien évidemment. Bon. Le lendemain, Didier Van Kovlart m'a demandé au téléphone, je l'ai eu pendant 1h30, ce monsieur, et je lui ai expliqué comment les trucages avaient eu lieu. Il ne voulait pas l'admettre, alors il me dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, écoutez, continuez vos séances, mais installez une caméra infrarouge, et puis vous verrez que ce que je vous raconte vous démontrera qu'il y a trucage de A à Z. Il n'a pas voulu installer ces caméras, et il a continué 5 ou 6 séances. Je ne sais pas quelles ont été ses motivations. Toujours est-il qu'il a participé à des séances bidonnées. Oui. Dans quel but? Je n'en ai aucune idée. Mais bon, ces séances étaient en tout cas sûres et certainement bidonnées. Ah oui, complètement. Bon, j'explique ça en détail dans mon livre, avec toutes les preuves, etc. Ranky, une dernière pause, et ensuite on parlera avec vous de Marie-Monique Robin. On n'a pas pu la voir parce qu'elle est en vacances en Andalousie. Bien dommage, c'est une grande dame. Complètement. Mais on parlera de votre collaboration avec elle, et puis de Maude Christen, qui sera notre invitée bientôt d'ici une semaine pour parler de voyance, bien entendu, si vous le voulez bien. À tout de suite. À tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange, de l'étrange. Je m'enferme. Ce silence, Natacha Saint-Pierre sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange, avec mon invité Ranky, la toute dernière ligne droite. Mon cher Ranky, juste avant de vous poser les quelques dernières questions, je cite une fois de plus votre livre qui s'intitule Le Paranormal de mes yeux vus aux éditions Trajectoire. Ranky, parlons un peu de Marie-Monique Robin, journaliste, grande réalisatrice de documentaires, qui a travaillé pour plusieurs chaînes, pour Envoyé spécial, entre autres, et vous avez collaboré avec elle dans le cadre d'un documentaire. Alors, d'abord, dans quel cadre de documentaire, et est-ce que c'est elle qui a fait appel à vous? Oui, c'est Marie-Monique Robin qui a fait appel à moi, personnellement, d'ailleurs. Marie-Monique Robin je ne la connaissais pas avant, mais elle gagne à être connue, elle aussi. Tout à fait. Marie-Monique Robin, c'est une des rares journalistes françaises qui porte un regard tout à fait rationnel sur les phénomènes inexpliqués. Elle se place du côté du raisonnement scientifique sur les rationnels. C'est extrêmement intéressant. En France, ça n'a pas d'écoute, puisque en France... le paranormal est toujours un sujet tabou. Alors, elle est allée en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, aux États-Unis, partout. Et pour faire son film, elle a même dû aller aux États-Unis. Oui. Donc, elle a voulu, avec moi, monter des tests, justement, qui auraient lieu parallèlement entre la France et les États-Unis. Exactement. Voilà. Nous avons donc testé Maude Christen, la voyante française, et Joseph McMoneagle,
un voyant américain. 2 voyants exceptionnels, hein. 2 voyants exceptionnels. Ah oui, absolument. Ouais. J'étais étonné au plus haut point et donc elle a réalisé un film vraiment très très riche d'enseignement. Ça, à mon humble avis, c'est le document le plus honnête qui a été produit sur le paranormal. Oui, il s'appelle Le Sixième Sens. Oui, le Sixième Sens, Oui. la science face au paranormal. Oui. Et il a été tourné à l'origine pour Envoyé spécial, justement. Je ne sais pas, il y a eu un problème. Elle a revendu son film à Canal+. Et je peux vous annoncer qu'il sera projeté incessamment, sous peu, comme on dit. Oui, sur Arte, hein, je crois. Voilà. Vous êtes au courant. Oui, sur Arte, dans le cadre d'une théma, d'ailleurs. Eh ben, dites donc, à Sud Radio, on est Ah bon, on travaille. Ah oui. Ah bon, on travaille, mon bon monsieur. Bah oui. Ah ben oui, je vois ça, c'est très bien. Mais alors dites-moi, Ranky, pour conclure, parce que là vous avez travaillé quand même avec Maude Christen, qui je rappelle sera notre invitée la semaine prochaine, le week-end prochain, pour parler de voyance. Oui. Vous avez travaillé avec Mac Moneagle, qui sont 2 grands personnages de la voyance. Qu'est-ce que ça vous a fait, fou, en tant que, en même temps professionnel et en même temps personne qui vit également des phénomènes de voyance, d'être en face de ces 2 grands personnages? Je ne suis pas encore remis. Parce que Maude Christen, on va parler des 2. Hein, oui. Maude Christen a réalisé quelque chose d'époustouflant parce que elle a décrit un quartier de Paris qui n'était pas encore tiré au sort. Vous savez, j'ai établi un protocole d'expérimentation. Il s'agissait, j'avais mis sous enveloppe une vingtaine de sites parisiens. Oui. Il y avait des ponts, il y avait toutes sortes de quartiers de Paris. Donc j'avais ces enveloppes dans mon attaché-caisse. Et Maude Christen s'est concentrée. Elle a décrit un quartier de Paris. Oui. Elle l'a décrit avec une précision stupéfiante. Et 3 heures après, j'ai pris une roulette. Vous savez, une roulette, un jeu. Ouais. J'ai lancé ma petite boule. L'enveloppe numéro 16 est sortie. J'ai ouvert l'enveloppe numéro 16 et c'était le pont Alexandre III duquel elle avait décrit tout l'environnement. Donc, Maude Christen avait réussi à décrire avec 3 heures d'avance un site qui n'était pas tiré au sort encore. Fort quand même, hein. C'est vrai que ça pose... Alors les scientifiques ne veulent pas s'occuper de ça, ils ne veulent même pas en entendre parler. Et c'est vrai que ça pose des questions philosophiques et même religieuses, parce que quand même, là ça dépasse l'imagination. Oui. Et alors, ce qu'a réalisé Mac Moneagle... Eh bien, c'est aussi extraordinaire, puisque Mac Moneagle se trouve en Virginie, n'est-ce pas? Aux États-Unis, donc. Aux États-Unis. Ouais. Il y a un médium qui est en France, qui est Mario Varvoglis. Le président de l'IMI, un scientifique, oui. Un scientifique, Oui. et à qui on ne peut pas en remontrer, qui est d'ailleurs un petit peu réticent. Il étudie les phénomènes parapsychologiques. Bien sûr. Mais c'est un monsieur à qui on ne peut pas raconter d'histoire. Alors, Mario Varvoglis est dans un quartier de Paris, il se concentre sur ce qu'il voit, par exemple une statue, un monument, et en même temps, eh bien, Joseph McMoneagle, en Virginie, décrit ce que Mario Varvoglis est en train de regarder. En France. En France. Et tout ça sous un contrôle absolument strict. Vous savez, j'avais pris des précautions draconiennes. Il n'y a aucune triche possible. Et ce que je dois dire, c'est que s'il y a des détracteurs et qui voudraient visionner tous les rushs des films, parce que les rushs, c'est-à-dire les chutes de films, tout a été conservé, tout est répertorié, numéroté. C'est une expérience unique, ça n'avait jamais été fait, c'est clair, c'est net. Concernant Maude Christen et Joseph McMoneagle, c'est une expérience unique, absolument authentique, et ça, on ne peut pas discuter. Le paranormal est vraiment une réalité.
Merci beaucoup Ranky en tout cas de nous avoir accompagnés durant ces 2 heures dans les aventuriers de l'étrange. Et je rappelle que ceux et celles qui veulent aller plus loin, et je les y invite, peuvent se référer à votre livre Le paranormal de mes yeux vus, donc aux éditions Trajectoire. Ranky, j'ai passé 2 heures très agréables en votre compagnie. J'en connais un autre, moi je suis très très content. Très content. J'espère que vous viendrez dans notre Grand Sud avec Claude Géraldi, donc votre ami et collègue prestidigitateur, pour ces conférences démonstrations dont nous avons parlé tout à l'heure. Et je rappelle que ceux et celles qui veulent vous faire venir, eh bien, nous appellent, nous envoient un email. Je vais donner toutes les coordonnées dans quelques instants et nous leur donnerons vos coordonnées pour qu'ils puissent vous faire venir et que nous puissions en parler à nouveau. Merci beaucoup, Ranky. Ah ben c'est moi. Hein. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci bien. Au revoir. Merci, au revoir. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedit, les aventuriers de l'étrange. Che Silorio Massarini, soutienere di una forza. Avant de nous séparer, j'ai pas mal de choses à vous dire. D'abord le programme de demain dimanche. Donc, les aventuriers de l'étrange ouvriront un dossier sensible, le contact avec des personnes décédées. Et vous pourrez écouter 2 témoignages absolument surprenants. Et Pierre Macias viendra nous rejoindre pour nous faire part d'une expérience, de 2 expériences qui ont été réalisées dans un laboratoire italien avec des résultats qui sont vraiment très surprenants. On en parlera demain donc, le témoignage, les témoignages, ces expériences, donc le contact avec des personnes décédées. C'est le sujet des aventuriers de l'étrange demain 22h minuit. Nous cherchons pour nos futures émissions vos témoignages. Si vous avez observé un ovni, si vous avez vécu un phénomène de voyance, attention, je ne fais pas appel à des professionnels bien entendu, mais si vous avez vécu un ou plusieurs phénomènes de voyance, votre témoignage nous intéresse. Également, si vous êtes allé à Lourdes avec un résultat étonnant vous concernant ou concernant un membre de votre famille, eh bien vous nous appelez au 0826 300 300. Je vous rappelle que ce n'est pas un numéro surtaxé. 0826 300 300 et vous allez sur la boîte vocale des aventuriers de l'étrange et vous nous laissez vos coordonnées ainsi qu'une partie de votre témoignage pour participer à une de ces futures émissions. En ce qui concerne le programme de la semaine prochaine, samedi prochain donc, Maude Christine la voyante sera notre invitée et nous parlerons de voyance avec les témoignages de ceux et celles qui sont justement allés consulter des voyants, qui ont vécu des phénomènes de voyance ou qui se posent des questions tout simplement sur ce phénomène de voyance. Dimanche prochain, nous ouvrirons le dossier des ovnis avec un spécialiste belge, un spécialiste québécois et évidemment un spécialiste français. Nous irons voir en Belgique qui a vécu une vague de phénomènes d'observation ovni tout à fait intéressante et également le nord des États-Unis. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les anciennes émissions sur notre site sudradio.fr pour les découvrir ou les réécouter. Les découvrir si vous en avez raté quelques-unes, pas de souci, vous allez sur notre site sudradio.fr. Merci à Grégory qui signe la réalisation de cette émission. Merci à Pierre Macias qui m'aide toujours à construire ces émissions qui, je l'espère, vous passionnent tout autant que nous sommes passionnés pour les réaliser. Et rendez-vous demain, bien entendu, sur Sud Radio.